Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième saison de Naturellement Moselle. Pendant une petite demi-heure, nous allons découvrir des initiatives écologiques menées sur le département de la Moselle. Et nous allons être servis aujourd'hui car je suis au festival Moselle Écologie. La première édition se tient ici à Budin, au parc de la Canère, près de Thionville. Et ici, on va s'intéresser à la nature tout en s'amusant. Glaner des astuces, des conseils afin de réduire notre impact sur l'environnement. En pédalant également pour planter des arbres. Nos invités nous en diront plus tout à l'heure. Mais commençons tout de suite avec le premier reportage. En juin dernier, dans Naturellement Moselle, nous avions rencontré Stéphane Borzellino, co-directeur de l'entreprise Scheim, qui collecte et recycle les mégots de cigarettes. Au Luxembourg, la société a déjà installé des cendriers dans différentes villes. Le déploiement se fait en Moselle à présent. La commune d'Algrange est la première ville du Grand Est à se lancer dans cette démarche zéro mégot. Au printemps dernier, 10 cendriers ont été installés à proximité des parcs, des équipements sportifs, des écoles. Les premiers résultats sont encourageants. On écoute Patrick Perron, le maire d'Algrange, et Stéphane Erard, le co-directeur de la société Scheim, au micro de Ghislain Schumacher. On s'était dit, il y a des réflexes qui ont été pris sur les récupérateurs de verre, par exemple. On a des conteneurs qui sont situés aux 6 coins de la ville, et les gens ont pris le réflexe maintenant de venir apporter leur verre. On s'est dit, pourquoi on ne créerait pas le même réflexe pour les mégots? Je fume en ville, j'ai un cendrier où je peux mettre mon mégot. Je suis à la maison, je les conserve, et je les stocke et je les ramène dans des endroits prévus à cet effet, et c'est ce qu'on est en train de faire. On est vraiment dans une approche extrêmement éco-responsable, vertueuse et même d'économie circulaire, puisque le mégot est dépollué, sans pollution d'eau ni d'air, en Bretagne, et est transformé en mobilier urbain. Et la matière qui est le plastigo, qui est obtenue à partir de mégots de cigarettes, est donc également lui-même recyclable. Le dispositif pourrait se déployer très rapidement dans d'autres communes mosellanes. L'objectif pour la société Scheim, augmenter les quantités de mégots collectés pour installer par la suite une usine de traitement dans le Grand Est. Retrouvons à présent notre premier invité. Monsieur Taconi, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller départemental sur le canton de Medservice. Le département de la Moselle organise la première édition du festival Moselle Écologie. Et quel cadre magnifique ici! Et évidemment, quand on est dans le cadre du Moulin de Budin, c'est un écrat de verdure au sein d'un territoire, notre territoire, le canton de Medservice, à la fois où siège l'urbain et le rural. Et ce cadre est absolument magnifique pour ce type de manifestation. Alors pendant ces 2 jours, le festival Moselle Écologie place la nature sur le devant de la scène, de façon festive, de façon ludique, parce qu'il y a plein d'animations, plein de spectacles là durant ce week-end. Le festival, c'est là la volonté départementale. C'est une prise de conscience où on a souhaité mettre au cœur, au plus proche des habitants, tout un tas de prises de conscience qui permettent à chacun justement de se retrouver auprès de festivités, auprès d'ateliers où l'écologie, l'environnement, le développement durable est mis au cœur de l'action. Alors il y a également des ateliers zéro déchet, des animations sur le tri des déchets, sur le compost. On va apprendre à confectionner une éponge écologique qu'on appelle Tawashi. Exactement. L'idée finalement c'est quoi de ce festival? C'est d'initier les personnes à des techniques, à des gestes pour réduire notre impact sur l'environnement? Vous avez tout à fait saisi le Tawashi comme exemple, mais l'objectif de tous ces ateliers est que chacun des Mosellans qui va venir sur ce festival puisse trouver 1, 2, 3 ateliers, petits gestes qu'il va pouvoir reproduire ensuite dans son quotidien. Et à l'échelle d'1 million de Mosellans, chacun de ces gestes va compter. Oui, car ces dernières années, on se rend compte que les Français ont une appétence de plus en plus marquée pour l'environnement. C'est une préoccupation qui est grandissante. Évidemment, la création de Moselle Durable sur le mandat précédent en est la preuve, et la création de ce festival, de ce premier festival Moselle Écologie, en est la prolongation. C'est-à-dire qu'après la prise de conscience politique, il faut maintenant l'amener vers les Mosellanes et les Mosellans à travers par exemple ce festival. Et le festival Moselle Écologie montre que l'environnement peut s'associer au sport aussi. Alors là maintenant, il n'y a plus personne sur les vélos, mais sur ce stand, pédaler va permettre de planter des arbres. Exactement, et là je m'adresse à chacun des Mosellanes et des Mosellans qui nous regardent. Venez planter des arbres en pédalant, parce que c'est ça, c'est un geste simple qui permet demain que le département, que nous plantions des arbres sur notre Moselle.
On parle de vélo. D'ailleurs ici il y a une longue piste cyclable au cœur de la vallée de la Canère qui se connecte à la véloroute Charles le Téméraire qui longe la Moselle. Vous êtes adepte aussi peut-être de ce mode de déplacement doux ? Je suis adepte du vélo, je suis adepte des modes de déplacement doux, mais d'une façon générale, le schéma départemental des pistes cyclables prouve et ancre la volonté du département justement d'accompagner ce mode de déplacement et d'en faire un partenaire au quotidien des déplacements des Mosellanes et des Mosellans. Alors suite à la crise du Covid, la pratique du vélo a explosé. Vous vous y êtes peut-être mis, vous aussi. Et si vous prévoyez d'en acheter un, pourquoi pas s'en procurer un d'occasion. À Montigny-lès-Metz, l'association Prenons le Guidon a fêté ses 10 ans cette année. Et en 10 ans, l'association a réparé un nombre considérable de vélos, prônant ainsi le zéro déchet. Il a beau avoir 40 ans, ce Messine doré n'est pas prêt de quitter la route. Ça, c'est un vélo qu'une personne m'a donné de Metz-Sablon, du quartier Sablon, qu'elle avait de sa maman. Puis comme elle s'en servait plus, elle préférait le donner à une association en fait. C'est là que Yann Gasparini entre en jeu. L'expert mécano salarié de l'association Prenons le Guidon va restaurer complètement le vélo afin de lui donner une seconde vie. Donc là, je vais faire une grosse restauration, je vais changer les câbles, je vais changer les patins, les gaines et les freins parce que les manettes de frein, on a lu à l'époque, elles avaient des faiblesses et elles cassaient au fur et à mesure. Puis on va lui laisser ses belles sacoches d'origine. Puis là, le vélo, il sera superbe. Messina en doré, assez rare d'avoir des couleurs comme ça. Désuets, ces vélos sont très résistants et facilement réparables. Dans l'atelier, les pièces se comptent par centaines, chaînes, dérailleurs, cassettes, des pièces d'occasion increvables. Depuis 2011, l'association Prenons le Guidon en a réparé des vélos et le stock ne désemplit pas. Ça, c'est le stock des vélos qu'on nous a donné depuis 2 ans. Je vais avoir entre 400 et 500 vélos en stock. C'est une petite partie là. J'attends d'avoir des pièces. Quand j'ai des pièces, je ressors les vélos et je les refais au fur et à mesure. Ralph est bénévole depuis de nombreuses années. Même si ses compétences en mécanique sont minces, il met du cœur à l'ouvrage avec une bonne dose d'huile de coude. Car il le dit lui-même. Je suis une bille en tout ce qui est outillage et tout, mais j'apprends. J'apprends tous les jours. L'association collecte 10 à 15 vélos par semaine. Si certains seront désossés et utilisés pour pièces, la plupart seront réparés. C'est important de ne pas tout jeter à la moindre occasion de jeter et de savoir qu'on peut réparer. Enfin, c'est déjà se poser la question, est-ce que c'est réparable ? Et puis, si c'est réparable, réparer quoi. Bicyclettes, VTT, pour enfants, pour adultes, les vélos remis en état sont vendus à petit prix. Une belle occasion pour faire d'une pierre 2 coups, utiliser un mode de déplacement doux et éviter le gaspillage. Et si vous souhaitez acquérir une bicyclette ou un VTT à petit prix, l'association Prenons le Guidon organise ce dimanche 19 septembre sa 13e bourse au vélo. L'événement se déroule sur toute la journée de 10h à 17h dans les ateliers de l'association à Montigny-lès-Metz au 3B rue des Bateliers. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet de l'association ou sur sa page Facebook. Monsieur Tacloni, merci de nous avoir présenté ce festival Moselle Écologie. Une première édition qui, j'imagine, en appelle d'autres ? Évidemment, une action comme celle-ci en appelle d'autres dans toute la politique départementale. Déjà, à travers ce festival, nous souhaitons pouvoir le maintenir sur ce site ou ailleurs, bien que le cadre soit magnifique, et d'autant plus sur ce canton de Metz-Services. Mais l'écologie au sens large a infusé maintenant dans toutes les politiques départementales. Je vais prendre un exemple tout simple, dans les collèges, avec le stop au gaspille, ou dans chacune des directions générales, on est en fait sur un thème très transversal maintenant au département. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on va découvrir les différentes animations. Lorsqu'on est sur la route ou sur l'autoroute, on voit régulièrement des bassins de rétention d'eau. Ils permettent de capter l'eau de ruissellement de la route et de la dépolluer avant son rejet dans le milieu naturel. En Moselle, le long de l'autoroute A4, il en existe 25 construits par la SANEF et entretenus par la SANEF. Leur emplacement n'est pas choisi au hasard. Exemple à Puttelange-au-Lac et à Ambar. En contrebas de l'autoroute A4, au kilomètre 384, voici le bassin de rétention de Puttelange-au-Lac. Voilà, donc nous allons visualiser une installation de traitement des eaux de ruissellement de l'autoroute. Créé il y a 3 ans, ce bassin étanche de 1200 m3 collecte les eaux sur 2 km d'autoroute, 1 km en direction de Strasbourg, 1 km vers Metz.
Une décantation naturelle permet de traiter l'eau polluée par des éléments de pneumatique, des particules d'hydrocarbures ou encore des déchets jetés par les automobilistes. Il s'agit là de la pollution dite chronique, pollution du quotidien. Le bassin assure aussi une protection lors d'une pollution accidentelle, si du gasoil est déversé lors d'un accident par exemple. La matière polluante est amenée par des fossés étanches aux abords de l'autoroute jusqu'à ce bassin qui est lui-même étanche. Et nous allons traiter, confiner la pollution dans le bassin. Pour cela, on va en priorité fermer la vanne qui est en sortie du bassin. Et puis, nous allons, dans un second temps, une fois que la pollution est rentrée dans le bassin, nous allons actionner la vanne d'entrée de manière à enfermer la pollution dans le bassin. Une entreprise spécialisée viendra ensuite évacuer les matières polluantes confinées dans le bassin. L'implantation du bassin ici à Putelange-au-Lac n'est pas anodine. Caché derrière les roseaux et la végétation, voici l'étang du Velchauf. L'eau du bassin de rétention, une fois dépolluée, se déverse dans cet étang, réservé exclusivement à la pêche. 250 cabanes sur pilotis bordent les berges, un milieu naturel fragile qu'il convient de protéger. Des bassins comme ceux-ci, nous allons les privilégier dans des secteurs où nous avons des ressources en eau vulnérables, où nous avons des ressources en eau qui plus est qui sont exploitées par l'homme, par exemple en cas de captage pour l'alimentation, ou bien comme c'est le cas pour le bassin de Velchauf que nous avons sous les yeux, bassin utilisé pour la pêche. Et enfin, il y a un troisième critère qui est évidemment important, c'est la proximité de la ressource en eau par rapport à l'autoroute. À 7 km de là, au niveau de la sortie vers Ambar-Sarreguemines, de nouveaux bassins de rétention sont en construction. Coût 3 millions d'euros. Difficile d'imaginer pour le moment les retenues d'eau, mais ces deux bassins de 2000 m3 chacun vont protéger ici les marais d'Ambar. Ces deux bassins vont récupérer les eaux qui ruissellent sur l'autoroute et qui ruissellent sur l'échangeur de Sarreguemines et sur ses bretelles. Nous sommes engagés dans un plan de 3 ans de 45 millions d'euros qui va conduire à créer une vingtaine de bassins. Et sur la vingtaine de bassins, il y en a environ 15 qui sont construites aux abords de l'autoroute A4. Au-delà de la protection de l'environnement, la création de ces nouveaux bassins permet à la Sanève de moderniser l'autoroute A4, construite dans les années 70. En Moselle, 25 bassins sont aménagés sur les 107 km de la traversée de l'autoroute A4. Alors nous sommes toujours au Festival Moselle Écologie à Budin et je suis avec Virginie Erhardt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du service animation à la communauté de communes de l'Arc Mosellan. Merci de nous accueillir sur le magnifique parc de la Canère, un site sur lequel se trouve le moulin qui est situé juste derrière ce bâtiment qu'on voit. L'un des derniers moulins à huile de l'Est de la France. Il fonctionne encore ? Oui, tout à fait, il est en parfait état de fonctionnement. Il fonctionne mais il ne produit pas, il ne produit plus en fait d'huile. Non, il ne produit plus du tout d'huile, mais par contre c'est un espace muséographique. D'accord, oui. Alors avant de parler davantage de nature, d'écologie, on va le présenter, ce moulin. De quand il date ? Alors c'est un ancien moulin du XVIIIe siècle, plus précisément de 1728. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Budin, il y avait 2 moulins. Donc ici, vous êtes au moulin bas de Budin et il existe également le moulin haut. Donc le moulin haut était un moulin banal où on fabriquait la farine, où les habitants du village avaient l'obligation de s'y rendre pour y fabriquer leur farine. Ici, on est dans un moulin complètement différent, un moulin familial et qui fabriquait de l'huile d'éclairage à base de 4 graines, le chanvre, le lin, le colza et les faines. D'accord. Et après, il a fait de l'huile, mais il s'est diversifié par la suite. Voilà, en fait, il y a eu 3 grandes étapes dans son histoire. Donc la première étape, il a fabriqué de l'huile. Et ensuite, malgré l'époque, ils étaient confrontés à la concurrence. Donc ils ont dû diversifier leur activité et ils ont fait du textile, de la manufacture. Donc tout le mécanisme du moulin permettait de faire fonctionner des métiers à tisser. Et ensuite, avec l'apparition de l'électricité, du coup, ils ont transformé ce moulin en ferme et ils utilisaient les meules pour fabriquer de la mouture pour leurs animaux. Il est possible de visiter ce moulin et puis aussi le musée ? Sur le site, en fait, on a 2 espaces, le moulin de Budin et les ateliers pédagogiques. Donc bien évidemment, le moulin de Budin peut être visité donc, à partir du week-end avant Pâques jusqu'au 31 octobre pour les individuels.
pour les scolaires, il est ouvert toute l'année sur réservation. Et on utilise également le bâtiment juste en face qu'on appelle les ateliers pédagogiques. D'accord. Et le musée donc, retrace un peu toute la vie de voilà, ce moulin. dans ce musée, les visiteurs vont découvrir toute l'histoire de ce moulin d'il y a 300 ans jusqu'à aujourd'hui. D'accord, oui. Ils vont retrouver ce que pouvait faire un huilier au XVIIIe siècle. Ouais. Alors vous profitez également de ce cadre, de cet écrin de verdure pour sensibiliser les plus jeunes comme les adultes à l'environnement, à la nature. Alors par le biais des ateliers pédagogiques, on sensibilise essentiellement les scolaires à travers plusieurs thématiques. Donc on a des ateliers pédagogiques qui sont proposés autour du moulin, bien évidemment. Produire de la farine, produire de l'huile, faire une maquette avec des engrenages. On propose également des ateliers autour de l'eau. En fait, c'est un moulin hydraulique, oui. Donc on explique le fonctionnement d'un cours d'eau. On a également des ateliers autour du tri des déchets, comment trier ces déchets, et également un atelier, le tawashi, qui permet, avec une vieille chaussette, de faire une éponge. D'accord. Et là, on est dans le jardin, c'est Alors ça ? là, on est dans les jardins pédagogiques. Donc là, en fait, c'est où on fait notre atelier un peu plus nature. On peut faire des herbiers. Oui. Donc là, les enfants, ils peuvent se servir. On leur explique les plantes, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Il y a des plantes médicinales. Et du coup, ils vont coller ça un peu après dans un herbier. Et ils l'emportent avec eux à la maison pour pouvoir le compléter. D'accord. Parce qu'on se rend compte que quand on connaît la faune, quand on connaît la flore, on la respecte davantage. Tout à fait, on la respecte et c'est tout petit qu'on leur apprend à être sensible à l'environnement, à être sensible à la nature. Et vous vous déplacez également dans les établissements scolaires ? On se déplace dans les établissements scolaires uniquement du territoire pour apprendre aux enfants à trier les déchets. D'accord, oui. Très bien. Écoutez, Madame Erhardt, merci de nous avoir présenté le moulin de Budin et le parc de la Caner. On le rappelle, le moulin et son musée sont ouverts donc jusqu'au 31 octobre. C'est ça. C'est ça. Alors je vous invite vraiment à découvrir ce site si vous ne le connaissez pas encore. L'été a été particulièrement pluvieux cette année et si cela a ennuyé de nombreux vacanciers, que dire des producteurs de fruits et légumes ? Avec une humidité quasi constante et peu de soleil, toutes les conditions étaient réunies pour que les maladies fongiques, c'est-à-dire causées par des champignons, se développent sur les plants. Les tomates et les courges en sont les premières victimes. Anne-Sophie Gross s'est rendue à la cueillette de Peltre pour le constater. Si les serres de Vincent Tillement ont relativement été épargnées, les fruits et légumes cultivés en plein champ n'ont pas eu cette chance. Le mildiou, qui apprécie particulièrement les plants de tomates, va d'abord se déposer sur les feuilles ou la tige, faire nécroser la plante, la dessécher, voire même atteindre les fruits jusqu'à les faire pourrir. Ce champignon peut donc très vite faire des ravages. Ah, vous voyez là, on a une variété de tomates qui est sensible. Vous voyez, elle est quand même pas très bien résistante au mildiou. Hein. Le pied il coûte 1,70 €. Donc vous voyez, un pied de tomate à 1,70 €, il faut déjà vendre des kilos pour l'amortir. Hein. Pour nous, c'est pas une année rentable, mais c'est un risque qu'on prend, on le sait. Un peu plus loin, une autre variété de tomates cerises a également été touchée. Et là encore, le mildiou se répand vite. Tac, tac, tac. Alors celle-là, c'est la cookie. Elle est encore plus sensible. Vous voyez, on a de la perte. Autre maladie typique de ce genre de climat humide et sans soleil, l'oïdium. L'oïdium, c'est le blanc là. Une autre variété de champignons qui aime se déposer notamment sur les feuilles des courges, mais aux conséquences bien différentes de celles du mildiou. Ah bah il détruit les feuilles et puis il bloque la plante. Hein. C'est comme si vous la coupiez. Hein. Le fruit va se stopper, il grossira plus, il va mûrir comme ça. Et il ne faut pas bien longtemps à Vincent Tillement pour nous montrer des courges bien plus petites que les années précédentes. Normalement, elle devrait faire quelle taille ? Ah bah, ça doit faire 4-5 kilos. Là, elle va faire 800 grammes. Hein. Donc on n'est pas du tout dans le gabarit de courges qu'on voulait, quoi. Bon, ils n'ont pas encore fait des courges spéciales Lorraine pour le climat, mais avec les techniciens, avec les ingénieurs, peut-être que ça viendra. Malgré les aléas climatiques et les pertes occasionnées par ces deux maladies, la cueillette de Peltre espère tout de même faire une belle arrière-saison. Et même si les courges d'Halloween seront un peu moins grosses cette année, les enfants pourront tout de même venir creuser leurs citrouilles et leur donner un visage effrayant.
Thierry Bouchot, passionné de nature, est un véritable ambassadeur de la permaculture en Moselle. Le modèle agricole intéresse de plus en plus de jardiniers et de consommateurs. Dans son verger, Alberstroff, Thierry Bouchot cultive ses légumes le plus naturellement possible. Il partage également ses pratiques au plus grand nombre. Ghislain Schumacher est allé à sa rencontre. Dans son verger, Thierry fait pousser des pommes de terre, des haricots, des choux ou encore des courgettes. Il y a 2 ans, ce terrain était dépourvu de fertilité. Le retraité a alors créé un potager au naturel de 50 mètres carrés en recouvrant le sol de nombreuses matières organiques. Du foin, des feuilles, du fumier éventuellement, de la paille. On ne parle pas d'engrais. On favorise donc la macrofaune, les bêtes les plus grosses, jusqu'à la microfaune, je veux dire, qui sont les bactéries, des choses comme ça. C'est elles qui vont me donner ces minéraux nécessaires à la croissance de mes légumes. Pour favoriser le développement de cette faune, le jardinier laisse libre place aux fleurs et à cet îlot de végétation. Ici, les produits phytosanitaires n'ont donc pas leur place. Thierry utilise seulement 2 engrais naturels. L'un est un déchet, c'est notre urine. Les bienfaits de l'urine, c'est la présence en quantité très importante de l'azote, ça fertilise le sol. Et l'autre, c'est un produit fait à base d'une plante. C'est un purin de consoude qu'on se doit d'avoir dans son jardin pour ses vertus au niveau de la culture. À côté de son potager, le retraité pratique également la culture hors sol. Ces petits espaces ont une fertilité impressionnante grâce à ce procédé aux nombreux avantages. Pouvoir planter plus tôt, créer un microclimat parce que les plantes sont surélevées, le pied des plantes est chauffé par la décomposition lente des végétaux, s'affranchir de l'arrosage. Aujourd'hui, Thierry distille ses conseils à de nombreux jardiniers sur les réseaux sociaux ou directement dans son verger. Gaëtane dispose elle-même d'un potager au naturel depuis plusieurs années, des pratiques qui correspondent aux nouvelles problématiques des consommateurs. Je crois que les gens sont quand même intéressés de savoir ce qu'ils mangent. Je vois d'autres personnes autour de moi qui vont s'y mettre progressivement, des gens qui étaient vraiment des férus de potager à l'ancienne, avec les produits chimiques justement. Le retraité pourrait prochainement transmettre ses connaissances à un plus grand nombre. Un projet pour faire de son verger un jardin pédagogique est en cours de réflexion. Écologique, économique, mais aussi pratique, l'éco-pâturage fait son retour en ville. 3 fois par an, la commune de Moyave-Grande accueille les brebis de la ferme de Neufchef pour une tonte naturelle de ces espaces verts. Une tradition depuis une dizaine d'années. Fanny Brégard a suivi cette transhumance insolite. La vue sur la vallée de l'Orne est à couper le souffle, mais ces 180 moutons mérinos préfèrent brouter ronces et autres mauvaises herbes. C'est des moutons donc, de race très rustique, hein, donc qui adorent tout ce qui est broussailles, épines, donc il n'y a pas de souci, elles mangent toutes les herbes et elles adorent ces terrains-là. Herbivores, ces ovins sont de véritables tondeuses tout-terrain. C'est le principe de l'éco-pâturage. Le moyen le plus écologique et le plus économique de les entretenir, c'est l'éco-pâturage par une troupe de brebis. Et donc ça permet donc par de manière naturelle de laisser ces milieux ouverts et pas laisser donc le feu arriver. Cette année c'est pas le problème, en 2021 il fait humide, mais si on fait rien, je dirais comme dans le sud, ça brûle une année sur 2, il y aura des feux au cœur de la ville. Ce terrain de 2 hectares, c'est la récompense du troupeau d'Hubert. Après une courte mais sportive transhumance de 2 km à travers les rues de Moyeuvre-Grande, insolite, le pèlerinage de ces 180 moutons a rassemblé de nombreux habitants tout au long du parcours du cheptel. Les moutons, ils allaient super vite, mais pas dans la montée. Ils allaient moins vite dans la montée. Et il y avait plein de bébés, et on a bien aimé ça. Une méthode ancestrale que la commune remet au goût du jour depuis une dizaine d'années. Au-delà de son aspect écologique, le maire relève plusieurs avantages à cet éco-pâturage en itinérance. C'est pratique aussi parce que vous voyez que l'espace est pentu et qu'envoyer encore une fois des ouvriers dans l'espace-là, c'est moins pratique que les animaux. Et puis 3, parce que ça rend service aussi à la ferme de Neufchef. On est dans un système gagnant-gagnant qui a des espaces pour alimenter ces animaux et de notre côté qui nous rend service pour tondre la pelouse. Au rythme de plusieurs kilos par jour et par tête, les brebis de la famille Potier viendront à bout de cette parcelle en une dizaine de jours. Ils reprendront alors la route vers d'autres prairies. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez partager vos initiatives écologiques, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse naturellement@moselle.tv. Je vous dis naturellement au mois prochain.